Il était une fois, niché au creux d'une vallée verdoyante et paisible, un petit village où la vie s'écoulait doucement, rythmée par le chant des oiseaux et le souffle du vent dans les arbres. Dans ce havre de paix vivait une jeune fille d'une exception rare appelée Mireille. Elle était bien plus qu'une simple villageoise. Elle était l'incarnation de la beauté, de la vertu et du respect. Fille unique, elle avait été élevée par sa mère, une femme courageuse qui s'était battue seule contre les aléas de la vie pour lui offrir tout ce qu'elle possédait. Depuis sa plus tendre enfance, Mireille attirait les regards comme une fleur attire les abeilles au printemps. Sa grâce naturelle, son port de tête élégant et son sourire timide ne laissaient personne indifférent. Alors qu'elle n'était encore qu'au collège, des hommes, charmés par son allure, venaient déjà frapper à la porte de sa mère pour demander sa main. Mais sa mère, protectrice et visionnaire, leur répondait inlassablement avec la même fermeté bienveillante. « Ma fille est encore une enfant, elle doit d'abord finir ses études, aller à l'université et se construire un avenir. Le mariage, ce sera pour plus tard, quand elle sera prête. » Malgré ces refus clairs, les prétendants ne lâchaient pas l'affaire. Chaque matin, sur le chemin poussiéreux qui menait à l'école, Mireille était interpellée par plusieurs hommes. Ils l'arrêtaient pour lui conter fleurette, pour lui parler de mariage, de dot et d'avenir commun. Mireille, avec une maturité étonnante pour son âge, gardait toujours son calme olympien. Elle répondait avec assurance, mais sans aucune agressivité, le regard droit et sincère. « Je suis désolée, je ne veux pas me marier maintenant. Mon rêve est d'aller à l'université, de trouver un travail respectable et de m'occuper de ma mère qui a tant fait pour moi. Quand le moment sera venu, je serai prête, mais pas avant. » Même ceux qui tentaient une approche plus subtile, prétendant vouloir juste être ses amis, recevaient la même réponse empreinte de gentillesse et de distance polie. Elle ne manquait jamais de respect, peu importe l'insistance ou la lourdeur de ses interlocuteurs. Mireille restait humble, obéissante et farouchement concentrée sur ses objectifs. Sa mère en était incroyablement fière. Cette fierté ne venait pas seulement de la beauté physique de sa fille, mais surtout de sa sagesse, de sa discipline de fer et de la dignité avec laquelle elle marchait dans la vie. Souvent, le soir venu, après une longue journée de cours et de labeur, Mireille s'asseyait avec sa mère sous le vieux manguier qui trônait au milieu de la cour. Pendant qu'elle triait les haricots pour le repas du lendemain, le vent faisait doucement danser les feuilles au-dessus de leur tête. Ces moments étaient simples, dénués d'artifice, mais ils étaient les plus précieux de tous. Elle riait, elle partageait leurs rêves, profitant du calme de la nuit tombante. Un jour, alors que le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet, Mireille regarda sa mère avec des yeux brillants d'émotion et lui dit « Maman, j'ai tellement hâte de réussir, de gagner ma vie pour pouvoir m'occuper de toi comme une reine. Tu t'es tellement battue pour moi, surtout après la mort de papa. Même quand les temps étaient durs, quand il n'y avait presque rien à manger, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu as tout sacrifié pour que je continue mes études. Tu es mon héroïne, maman, et je te fais la promesse solennelle que je te rendrai fière. » Sa mère lui sourit tendrement, son visage marqué par les années de sacrifice s'illuminant d'une douce lumière. Elle posa sa main rugueuse sur l'épaule de sa fille et répondit « Ma fille chérie, c'est exactement ce que je demande à Dieu dans mes prières chaque jour. Je veux que tu réussisses, non pas pour la gloire, mais pour que je puisse enfin récolter les fruits de tout ce que j'ai semé dans la douleur et l'espoir. Tu es tout ce que j'ai au monde. Te voir t'élever au-dessus de ta condition sera ma plus grande joie. » Ces mots restèrent gravés au fer rouge dans le cœur de Mireille. Ils devinrent sa force, son bouclier les jours difficiles, quand le chemin de l'école semblait interminable sous le soleil de plomb, quand les livres paraissaient trop lourds ou quand les distractions du monde tentaient de la détourner de sa voie. Elle restait imperturbable. Elle étudiait tard dans la nuit, s'abîmant les yeux à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Et chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle aidait sa mère aux tâches ménagères. Les prétendants, quant à eux, continuaient d'affluer, plus nombreux et plus insistants que jamais. Mais Mireille ne flanchait pas. Son rêve dépassait de loin un mariage précipité dans le village. Elle voyait grand, elle voulait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Cependant, cette perfection et cette détermination commencèrent à semer des graines d'amertume autour d'elle. Peu à peu, certaines filles du village, rongées par la comparaison, commencèrent à nourrir une jalousie féroce. Chaque jour, on voyait un nouveau prétendant frapper à la porte de Mireille, ignorant superbement les autres jeunes femmes. Même sa meilleure amie, Clarisse, commença à sentir le venin de l'envie couler dans ses veines. Elle murmurait parfois aux autres filles, le regard sombre. « Est-ce qu'on n'est pas aussi des filles dans ce village? Pourquoi c'est toujours elle qu'on vient voir? Tous les hommes veulent l'épouser,
même ceux qui cherchent juste une aventure, ils vont droit vers elle. Et pourtant, elle les rejette tous comme s'ils n'étaient rien. En public, Clarisse jouait le rôle de l'amie fidèle, disant « Mireille, c'est ma sœur ». Mais au fond de son cœur, elle bouillonnait de haine. « Je la déteste », pensait-elle. Elle se comporte comme si elle était la reine du monde. Franchement, je me demande si elle n'utilise pas de la sorcellerie pour attirer tous ces hommes. Je commence à avoir de sérieux doutes. Même les jeunes hommes du village, blessés dans leur ego, n'avaient plus la même admiration pour elle. À force d'être éconduits, leur désir s'était transformé en rancœur. L'agacement avait remplacé l'admiration. Un après-midi, alors que Clarisse marchait vers le marché, elle passa près d'un groupe de garçons assis sous un grand arbre. Ils parlaient entre eux à voix basse, mais avec une aigreur palpable. « Cette fille, Mireille, elle nous a tous humiliés », lança l'un d'eux avec rage. « Elle a rejeté chacun de nous comme si on ne valait rien. Elle se prend pour qui? On dirait qu'aucun homme de ce village n'est assez bien pour elle. » Un autre ajouta, le poing serré. Si seulement on pouvait lui donner une bonne leçon, la faire redescendre sur terre. En entendant ces paroles, Clarisse ne fut pas choquée. Au contraire, elle y vit une opportunité en or. Elle s'avança vers eux avec un sourire malin et leur lança. « Je sais comment on peut lui donner cette leçon. Franchement, elle vous a tous manqué de respect. Elle marche ici comme si c'était la reine d'Angleterre. » L'un des garçons plissa les yeux, intrigué. « Et comment on fait ça ?» Clarisse jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait et murmura. « Vous savez que chez nous, voler est un péché grave, une abomination, surtout quand il s'agit de quelque chose qui appartient au chef du village, au roi. » Les garçons acquiescèrent. « Oui, c'est la mort assurée. » Clarisse continua, le regard brillant de méchanceté. « On va faire croire que Mireille a volé quelque chose au chef. » Un garçon sceptique rétorqua. « Ça ne marchera pas. Mireille est trop intelligente et trop droite. Elle sait que c'est interdit. Jamais elle ne ferait ça. » Mais Clarisse, sûre de son plan, sourit de manière glaciale. « Laissez-moi faire. Elle me fait toujours confiance. Elle croit encore que je suis sa meilleure amie. Je sais comment l'attirer dans le piège. » Les garçons se regardèrent, puis acceptèrent le pacte silencieux. Un plan diabolique venait de naître. Cette nuit-là, Clarisse ne ferma pas l'œil, excitée par la perspective de voir Mireille tomber. Au petit matin, elle se regarda dans le miroir et murmura. « Aujourd'hui, Mireille, tu vas connaître la honte. Tout le village te verra comme une voleuse. Plus aucun homme ne voudra de toi. » Elle prit un panier et se rendit chez Mireille. Comme à son habitude, Mireille balayait déjà la cour. « Bonjour ma belle amie », lança Clarisse hypocritement. Mireille, innocente, répondit avec joie. Clarisse expliqua alors son mensonge. Une amie domestique au palais avait besoin d'aide pour récolter du maïs royal, mais elle était débordée. Mireille, prudente, rappela l'interdiction formelle d'entrer dans la ferme du roi. Clarisse, manipulatrice hors pair, assura qu'elle avait l'autorisation directe du roi. Rassurée et voulant aider son amie, Mireille accepta malgré ses corvées. Arrivée à la ferme, alors qu'elle commençait à récolter, Clarisse se mit soudain à hurler « Au voleur! Au voleur! Elle vole le maïs du roi !» Avant que Mireille ne comprenne, les garçons complices surgirent, la saisirent brutalement et la traînèrent au palais, l'accusant d'abomination. Devant le roi, Mireille pleurait, jurant son innocence, expliquant que Clarisse lui avait dit avoir l'autorisation. Mais Clarisse, le visage fermé, mentit effrontément devant le souverain. « Majesté, elle ment. Nous l'avons surprise en train de voler. » Les faux témoins confirmèrent. Le roi, implacable, prononça la sentence sans chercher plus loin. « Jeune fille, tu es une voleuse. La peine est la mort. Tu seras lapidée. » Mireille s'effondra, suppliant pour sa vie et pour sa mère, mais le verdict était tombé. Seule une servante nommée Grâce, témoin de la scène, sentit l'injustice et pleura en silence. La nouvelle se répandit, et la foule, avide de sang, traîna Mireille sur la place publique. Sa mère accourut, hurlant de douleur, jurant l'innocence de sa fille, mais elle fut repoussée violemment. Sous les jets de pierre, Mireille rendit l'âme dans d'atroces souffrances. Les villageois, sans remords, jetèrent son corps dans la forêt maudite, réservée aux parias. Un étranger nommé Noël, témoin de l'horreur, aida la mère évanouie, la ramenant chez elle et veillant sur elle. Il était révolté par ce meurtre barbare. La mère, à son réveil, était inconsolable, son âme morte avec sa fille. Clarisse, elle,
commençait à être hantée par ses actes, pleurant la nuit, réalisant trop tard la gravité de sa jalousie. Quelques jours plus tard, un miracle sombre se produisit. Le corps de Mireille fut retrouvé devant la porte de sa mère, intact, comme endormi. La forêt maudite l'avait rejeté, prouvant son innocence absolue, car la forêt ne garde pas les corps purs. La honte s'abattit sur le village. Le roi, accablé, reconnut sa faute terrible. Mireille fut enterrée dignement. Mais son esprit ne trouva pas le repos. La nuit venue, son fantôme apparut à sa mère, lui promettant justice et demandant à la voir sourire de nouveau. Puis, l'esprit vengeur de Mireille se tourna vers les coupables. Elle apparut à Clarisse, terrifiante et lumineuse. Clarisse devint folle instantanément, courant dans le village en avouant tout son complot. Les garçons complices commencèrent à mourir mystérieusement les uns après les autres, le visage tordu de terreur. La justice divine s'accomplissait. Le village vivait dans la peur. Mais Mireille n'avait pas fini. Un après-midi, elle réapparut sur la route principale, non plus comme un spectre, mais transformée en une femme d'une beauté irréelle nommée Sandra. Elle avait une mission finale, le roi et son fils. Le prince, passant en voiture, fut immédiatement ensorcelé par cette créature sublime. Il l'emmena au palais pour l'épouser. Le roi, d'abord méfiant, fut lui aussi capturé par le charme surnaturel de Sandra et bénit l'union sur le champ. Mireille, sous les traits de Sandra, était entrée dans la place forte de ses bourreaux. Le mariage fut célébré, mais le piège se refermait. Le lendemain, Sandra, manipulatrice et douce, demanda les cartes bancaires du prince, qui s'exécuta aveuglément. Le soir venu, elle fit appeler Grâce, la servante qui avait pleuré pour elle. « J'ai entendu parler d'une fille lapidée injustement, Mireille, » dit Sandra calmement. « Et je sais que tu es la seule à avoir pleuré pour elle. » Grâce, tremblante, confirma. Sandra l'invita alors dans sa chambre pour une conversation secrète, l'atmosphère lourde de révélations. « Raconte-moi ton histoire », ordonna doucement Sandra. Grâce parla de son passé d'orpheline. Sandra l'écouta, un sourire énigmatique aux lèvres, prête à dévoiler la suite de son plan implacable, car elle savait déjà tout. Elle voulait juste voir la loyauté de la seule personne qui avait eu pitié d'elle.